grand dialogue. Sigika Foba. Edouani Wamakara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Urbanisation au Mali, quelle solution, construction anarchique sur les cours d'eau, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. La Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat prévoit de démolir bientôt les espaces illicitement occupés sur les cours d'eau dans le district de Bamako. L'objectif vise, selon ses responsables, à prévenir contre d'éventuelles inondations. Pour y parvenir, des mesures d'accompagnement ont été annoncées, parmi lesquelles une aide au loyer de 3 mois pour les locataires pour un montant global de 113 millions de francs CFA, 2 milliards 900 millions pour l'ensemble des propriétaires des maisons concernées. Comment expliquer cette décision? Pourquoi laisse-t-on des particuliers investir dans des zones à risque d'inondation et venir par la suite déguerpir? Où se situent donc les responsabilités? Le processus est-il consensuel? Comment y parvenir? Pour en parler, le grand dialogue reçoit Mahamadou Welegem, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, Abdelwahab Diakité, président de l'ASCOMA, Association des consommateurs du Mali, Ibrahim Abdrahman Kounta, ingénieur et planificateur urbain, vice-président de l'ordre des urbanistes du Mali. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. La Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat va bientôt démolir les constructions illégales sur les cours d'eau à Bamako. Directeur, d'où est partie cette idée? Merci bien, M. Mega. Et je remercie de nous avoir invités. Effectivement, c'est l'actualité aujourd'hui. La Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat, après avoir constaté depuis une dizaine d'années, pour ceux qui se rappellent, en 2013, nous avons constaté avec tristesse les inondations de 2013, où nous avons connu une trentaine de victimes, de morts et de dégâts matériels. Et après, en 2018-2019, c'était le même cycle. Et 2024, comme nous avons tous constaté, ce qui s'est passé à travers le pays. Et principalement pour le district de Bamako, il faut rappeler que le district de Bamako est traversé par 11 collecteurs. Et ces 11 collecteurs vont de collecteur Djafarna et collecteur Farakoba en commune 1, qui fait frontière avec la région de Koulikoro. Il y a le collecteur Molobalni, et le collecteur Tchenkole, Bankoni, le Djafarnako, le Weweyanko, etc. Donc ces collecteurs, à part le Djafarnako qui a été aménagé en 2005-2006, et tous les autres collecteurs sont à l'état naturel. Et le constat amer qui est là, c'est que c'est des occupations illicites le long de ces collecteurs. C'est-à-dire des occupations dans le lit des collecteurs, aussi bien dans les servitudes. Et ces occupations, vous avez constaté, l'année passée surtout, et les raisons étaient connues des inondations. Et le commun des mortels, quand il lui posait la question dans la ville, les causes des inondations disent clairement que oui, c'est les constructions, le lit et dans les servitudes des collecteurs. Et souvent avec des actes d'incivisme à travers les ordures qui sont jetés dans ces collecteurs, qui viennent souvent obstruer le passage de l'eau, surtout au niveau des ouvrages d'art, et qui créent une retenue d'eau en amont. Et les occupations dans ces servitudes font de telle sorte que l'écoulement normal de l'eau est dévié. Et une fois que c'est dévié, ça passe dans d'autres rues et ça crée des inondations. Quand vous parlez de servitude de collecteurs, de quoi s'agit-il concrètement? Par rapport aux cours d'eau, il y a deux servitudes. En ce qui concerne les cours d'eau flottables, et ça c'est un exemple, le fleuve Niger, qui est navigable. Et là, c'est une distance de sécurité qu'il faut laisser
une fois que le fleuve est rempli. Et pour les cours d'eau flottables, c'est 25 mètres. Et généralement, ça se mesure à partir des périodes de crue. Et pour notre pays, généralement, au mois d'août, au mois de septembre, ça trouve qu'on a le maximum d'eau dans le fleuve. Et c'est à partir de cette limite-là qu'il y a une mesure de sécurité de 25 mètres qui constitue la servitude où il ne doit pas avoir de construction. Entre la maison et le... La maison et le fleuve. 25 mètres de sécurité. En ce qui concerne les cours d'eau non flottables qui font l'objet de cette libération, c'est-à-dire les marigots, généralement on appelle marigots, et là c'est 10 mètres. Et ces 10 mètres-là également sont mesurés à partir des lits de ces cours d'eau. C'est-à-dire de gauche à droite, il doit y avoir une distance de sécurité de 10 mètres indépendant du lit du marigot. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut avoir 10 mètres à gauche et 10 mètres à droite en plus du lit. Et donc c'est des distances de sécurité. Donc en cas de forte pluie également, l'eau a le temps de passer et sans être obstruée. Alors quels sont les quartiers qui sont concernés par cette mesure? Les quartiers concernés, je viens de citer les marigots, il y en a 11. J'ai cité les marigots qui sont situés sur la rive gauche. Et sur la rive droite également, nous avons Sogonungo et ses embranchements, le Koflatché, le Komanko, et ça c'est le collecteur qui traverse le quartier Misabougou. Donc au total, il y en a 11. Et pratiquement, ça concerne tous les quartiers de Bamako, toutes les communes de Bamako. Parce que j'ai dit le Farakoba, ça c'est la commune 1. Le Tchenkoulé, le Bankoni, c'est la commune 1, commune 2. Le Djafarnako, c'est la commune 3. Le Weweyanko, c'est la commune 4. Il y a le Djessurundouba également, c'est la commune 4. De l'autre côté de la rive, il y a le Koumanko, le Sogongo et ses embranchements. Donc ça traverse pratiquement les 6 communes du district. D'accord. Abdoulahab Diakité, vous représentez les consommateurs, vous êtes le président de l'association de consommateurs du Mali. Quelle lecture faites-vous de cette décision de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat? Bon, merci bien, M. Maïga. Nous disons tout simplement mieux vaut tard que jamais. Et je pense que si une fois les autorités sont en train de tirer des leçons, et toutes les leçons des inondations passées, nous pouvons dire que merci. Cependant, je n'ai pas bien compris, parce que quand on essaie de voir Bamako aujourd'hui, des quartiers comme Mamaribougou et autres là, les collectivités avoisinantes là, où il y a effectivement ces constructions, comment faire avec ces différents quartiers là, avec ces constructions. Ça c'est un. Deuxièmement également, il a parlé de démolition, parce que c'est pour dire tout simplement que nous, en tant que consommateurs, défenseurs de la communauté, nous soutenons la décision, et c'est-à-dire sans faille. Mais nous voudrons également dire qu'ils doivent aller jusqu'au bout, et sans intimidation. Parce que au Mali, qu'est-ce qu'on voit quand on commence une action salvatrice? Tout d'un coup, il y a des coups de téléphone qui retentissent nulle part. Et finalement, ces bonnes actions sont arrêtées. On ne sait pas pourquoi. Donc, comme je félicite le studio Tamani pour avoir organisé ce débat, qui va nous permettre d'avoir des contacts directs avec la nouvelle direction, et également de suivre l'avancement de ces travaux. Dans un premier temps, c'est ce que nous pouvons dire. Donc, vous souhaitez cette mesure sans état d'âme? Sans état d'âme, oui, et puis peut-être qu'au cours du débat, nous allons y parvenir. D'accord. C'est-à-dire, qui a donné ces autorisations? On va en parler plus voilà, tard. C'est ça. Kunta, vous êtes expert, en tant qu'expert en urbanisme. Quelle lecture faites-vous de cette décision de la direction de l'urbanisme et de l'habitat? Merci beaucoup. Nous remercions Studio Tamani d'avoir organisé ces débats-là autour de ce sujet. Et nous, en tant qu'experts, nous ne pouvons qu'apprécier cette décision de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat.
Et parce que le directeur a parlé même un peu de l'historique des inondations, en tout cas courant les 10 ou 15 dernières années. Nous pensons quand même que nous souhaitons vraiment que ça ne soit pas une décision prise seulement, mais il faut que ça soit une décision exécutée. Il ne faut pas que c'est parce qu'il y a eu des démarches dans le temps. Les inondations de 2013 et autres là, il y a eu des démarches, des recensements ont été faits pour voir ceux qui sont dans les emprises des cours d'eau, des collecteurs et tout ça. Mais après, tout s'est arrêté. C'est ce qui a fait qu'on a connu 2 autres grandes inondations avec des pertes en vies humaines et tout ça. Donc pour cette fois-ci, il faut vraiment qu'on mette l'intérêt commun au devant et que cette action ne s'arrête pas en mi-chemin. Donc nous ne pouvons que les encourager et les accompagner et les soutenir aussi dans la mise en œuvre de cette décision. Alors comment vous comprenez l'urbanisation même de Bamako en question? Bon, l'urbanisation de Bamako, là, il y a plusieurs facteurs quand même qui rentrent dans l'urbanisation de Bamako. Parce que j'ai l'habitude de dire aux gens de ne pas considérer Bamako comme n'importe quelle autre ville. Parce que le Mali, l'aménagement du territoire même au Mali a fait que Bamako est devenu une zone qui attire pratiquement l'ensemble des populations maliennes. Donc si ce n'est pas ces dernières décennies, même quand pour faire le lycée, il fallait venir soit à Ségou ou à Bamako, pour l'université, il n'y avait que Bamako. C'est maintenant qu'on commence à avoir des universités dans les autres régions. Donc Bamako, ceux qui viennent aussi étudier à Bamako, ils n'avaient pas d'opportunité de travail dans leur lieu de naissance, donc ils étaient obligés de rester à Bamako. Ça a donné une croissance démographique extraordinaire au district de Bamako, ce qui a provoqué aussi une extension du tissu urbain non maîtrisé du district de Bamako. Donc, et là aussi, il faut qu'on revoie en réalité nos politiques d'aménagement du territoire pour pouvoir équilibrer et permettre aux gens d'avoir des opportunités dans les petites villes, les villes moyennes, les villes capitales régionales qui permettent aux gens, qui permettent en tout cas de maintenir les gens sur place là-bas pour ne pas que tout le monde vienne à Bamako. Parce que les gens ne viennent pas à Bamako parce que Bamako s'appelle Bamako. Les gens viennent chercher leurs intérêts à Bamako. Et les activités économiques, administratives et tout ça, il y a beaucoup qui sont concentrés à Bamako et environ. Donc, ce qui fait que les gens viennent toujours à Bamako, ils cherchent à s'installer à Bamako à n'importe quel prix. Donc, il y en a qui vont s'installer dans les cours d'eau et là, souvent, c'est en complicité avec certaines autorités communales ou administratives et autres. Et souvent, il y en a qui s'installent aussi parce qu'ils voient qu'on peut s'installer, il n'y a rien, personne ne dit rien, d'autres se sont installés comme ça, il n'y a rien eu, et moi aussi, je vais le faire comme les autres. Donc, c'est comme ça qu'on a vu ces occupations anarchiques sur les emprises. Ce n'est pas que les emprises des cours d'eau. Aujourd'hui, on parle des servitudes des cours d'eau, mais il y a d'autres servitudes qui sont occupées. On a vu les servitudes des rails qui sont occupées, les servitudes des lignes haute tension. Il y a beaucoup de servitudes urbaines qui sont occupées à Bamako. Et il faut vraiment que ça soit une première décision, mais que ça soit une leçon qui va être appliquée sur les autres servitudes pour libérer toutes les servitudes dans la ville de Bamako. D'accord. Le consommateur se pose tout de suite la question, il s'interroge sur sur l'octroi des autorisations de ces constructions-là. Qui donne l'autorisation à ces propriétaires-là de construire sur les nids des cours d'eau? Merci pour cette question. En fait, je dirais, pour expliquer un peu l'autorisation de construire, il faut comprendre que l'autorisation de construire est délivrée par 2 entités. Le représentant de l'État au niveau de la commune qui autorise les constructions où l'État est le maître d'ouvrage. Et en dehors de ces constructions, le reste est autorisé par le maire de la commune en question, mais sur instruction des services de l'urbanisme en rapport avec les autres structures techniques. Donc ça, c'est pour l'autorisation de construire. Mais ce que je peux dire pour rassurer, je peux me tromper, mais rarement les services de l'urbanisme instruisent des dossiers dans les servitudes jusqu'à l'obtention de l'autorisation de construire. On peut chercher, mais je ne pense pas qu'on trouvera une autorisation de construire délivrée par un maire. Mais est-ce qu'il y a des suivis que votre structure
fonds Oui. au cas où il y a quand même des constructions. Lorsqu'il y a eu l'autorisation, comme vous avez dit, avec la municipalité, l'autorisation, c'est avec la municipalité en collaboration avec l'urbanisme. Est-ce que vous faites des contrôles? Oui, effectivement, nous avons 3 équipes de brigade au niveau de la direction régionale et qui a pour mission de contrôler les constructions et les occupations des servitudes qui ne sont pas dans les règles. Et ces équipes, peut-être vous allez suivre vers la suite, que c'est des milliers de convocations qui ont été délivrées lors de ces constructions et accompagnées par des PV d'infraction attribués au niveau des tribunaux par rapport à ces infractions. Et c'est des constructions qui sont réalisées souvent nuitamment ou en dehors des heures de service. Ceux qui sont installés, je suis sûr à 100% que ces constructions ont été empêchées à plusieurs reprises par nos services techniques. Mais ils construisent notamment ou en dehors des heures de service. Et ceux qui sont là, ils savent très bien que ce n'est pas leur place. Et ils n'ont jamais eu des autorisations de construire. Et après, vos structures laissent continuer, puisque les gens, vous avez demandé de démolir, ils sont venus dans la nuit pour construire et reconstruire encore. Après, vous laissez, parce que les gens ont déjà investi, pourquoi laisser les gens investir dans des choses que vous savez que vous allez encore déguerpir après? Oui, maintenant, ceux qui sont en train de construire dans ces lits et servitudes, ils ont été intimés à plusieurs fois d'arrêter à travers des convocations. Depuis la construction, ils savent très bien qu'ils sont dans l'illégalité. Et il y a même des plaintes par rapport même au voisinage qui se plaint par rapport à ces constructions. Parce qu'ils savent très bien qu'une fois ces constructions réalisées, ça crée des problèmes, pas seulement à eux qui occupent le site, mais surtout le voisinage. Et donc, à longueur de journée, nous les empêchons d'investir. Et aujourd'hui, fait que maintenant, cette décision a été prise, certes, ils vont se plaindre, mais c'est sûr qu'ils ont été alertés bien avant. Même pas qu'on vous interdise de réaliser. Nous avons un adage qui dit quand même, Vamara qui dit on n'a pas besoin d'être un technicien pour savoir que là où je suis en train de construire, que ce n'est pas un lieu où je dois le faire. Ceux qui sont dans ces cas, ils savent très bien qu'ils sont sur des sites où ils ne doivent pas être. Monsieur Konta l'a dit, ils viennent parce que c'est des endroits qui sont là, ils ne savent pas qu'ils construisent. 2013, nous avons vu les inondations. Ça fait des victimes. Est-ce qu'il faut rester dans ce cycle chaque année? 2024, nous avons vu. Est-ce qu'il faut rester encore impuissamment, assister impuissamment ces occupations? Il est arrivé un moment où il faut dire non. Les conséquences, ce n'est pas seulement ceux qui sont installés. Ça va au-delà. Aujourd'hui, hier, c'était l'autre qui a perdu des parents, qui a perdu des biens. Cette année, ça va être le tour de qui? Donc, il ne faut pas qu'on reste là. D'accord. Alors, il est temps aujourd'hui de libérer ces servitudes-là et pour aller à l'aménagement. Il est temps de libérer ces servitudes-là. Comment comptez-vous alors libérer ces servitudes-là? Effectivement, depuis 3 semaines, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, des domaines de l'aménagement de la population, a mis une commission en place et qui est présidée par la Direction nationale de l'urbanisme. Une commission constituée de pratiquement l'ensemble des services techniques, les collectivités, la société civile, c'est-à-dire la jeunesse, la CAFO, et tout ce qui peut concourir au bon déroulement avec une mission donnée qui est de libérer ces servitudes avant l'hivernage. Et pour cela, plusieurs sous-commissions ont été mises en place. Il y a une sous-commission sensibilisation et communication, une sous-commission qui sera chargée d'aller faire le balisage des occupations dans la servitude. Il faut comprendre par là aussi que ce n'est pas souvent toute la construction qui est concernée. Il s'agit des constructions qui sont dans les lits et les servitudes de 10 mètres. Donc ce balisage va être fait avec un recensement de tous ceux qui sont dans ces servitudes. Donc ça pourrait être le mur, ça pourrait être le magasin. Effectivement, souvent c'est un pan de mur
ou bien des toilettes ou des annexes. Et là aussi, ce que je dois ajouter, c'est qu'il y a souvent des parcelles qui sont sur des lotissements réguliers. Mais au moment d'investir, souvent il y a des propriétaires ayant constaté qu'il y a un espace vers le cours d'eau, sont permis souvent de prolonger. Et je dis bien sans autorisation. Parce que l'autorisation de construire, avant qu'on délivre, nous nous basons sur un plan approuvé, reconnu par tous les services techniques. C'est sur la base de la parcelle qui est dans ce plan autorisé que l'autorisation est délivrée. C'est pourquoi j'ai dit qu'il va être très difficile d'avoir une autorisation de construire avec les occupations-là. Parce qu'on vérifie la première chose. Le document que vous détenez est vérifié au niveau des services des domaines. Est-ce que c'est un document régulier? Et les références de la parcelle doivent être sur un plan qui est reconnu officiellement. Donc l'autorisation de construire est délivrée sur cette base. Donc si vous n'êtes pas dans ce cadre, l'autorisation est refusée. Donc c'est des constructions que nous disons illicites. C'est le domaine public, comme on le dit, c'est un domaine inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Donc ça va être très difficile qu'il y ait une autorisation sur cet espace. D'accord. Abdelwahab Diakité, vous avez compris, il disait tout à l'heure que la démolition, souvent, ça ne concernera pas toute la construction, mais ça peut être les annexes, ça peut être le mur. Alors, pourquoi les consommateurs s'entêtent à construire dans des lieux où ils savent très bien qu'ils n'ont pas l'autorisation de construire sur ces nids-là? C'est par la complicité de l'État même. Fort des arguments du directeur national, moi, je suis même confus. En l'écoutant, on sait réellement tout ce qu'il est en train de dire, c'est des faits. Il ne cherche pas. Vous êtes confus, non, confus par rapport à quoi? Je viens parce que tout ce qu'il dit, c'est tellement clair et précis que réellement, il ne cherche pas. Donc, c'est des vécus. Mais moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un, il n'est pas fou. Il joue de toutes ses facultés. Il s'en va, il profite de la faiblesse de l'État pour construire et en même temps, encore, on parle de sensibilisation. Je suis confus. Je suis réellement confus. Vous savez, même au cours de nos réunions, moi, c'est un terme que je déteste dans le français. Sensibilisation. Après 70 ans d'indépendance, on parle de sensibilisation encore. En fait, c'est-à-dire, on vient sciemment, on dit non, c'est l'État, ils vont dédommager. Non, quand même. Donc, vous souhaitez qu'ils aillent automatiquement libérer les servitudes sans passer par une quelconque sensibilisation? Ça, c'est un indicateur de faiblesse. C'est un indicateur de faiblesse. On vient, on fait un audit. Tous ceux qui sont concernés, on les démolit. C'est aussi simple que ça. Moi, l'État, nous avons beaucoup d'obligations vis-à-vis des populations. Mais on ne peut pas encore prendre l'argent du contribuable pour aller encore dédommager des gens qui ont fait sciemment de venir construire tout en sachant bien que non, je suis dans l'illégalité, mais au moment quand on va commencer la démolition, c'est sûr que j'aurai quelque chose. Non, il faut qu'on sait cela. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous n'avons jamais vu les rapports d'enquête suite à des inondations. C'est pourquoi j'ai dit mieux vaut tard que jamais. Même si nous n'avons pas de rapport de la commission d'enquête, mais nous savons quand même les autorités en place, la nouvelle équipe de la Direction nationale de l'urbanisme est en train de tirer toutes les leçons, en tout cas des inondations passées. C'est en cela, vraiment, j'apprécie l'acte. Mais moi, je voudrais réellement qu'on aille. Il n'y a pas de sentiment. C'est-à-dire l'État, c'est la machine qui boit. Vous êtes dans l'illégalité, vous devez répondre. Maintenant, l'audit là, c'est quoi encore? Voir s'il n'y a pas de complicité de services techniques. S'il y a la complicité de services techniques également, que ceux-ci parviennent à répondre. Sinon, franchement, je suis d'accord avec eux, mais quand j'entends sensibilisation, commission de sensibilisation, de dédommagement, de ceci, ça j'ai peur encore. Franchement. À moins que je n'ai pas la même lecture que ces services techniques-là. Parce que le directeur est assez précis. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle, il est en train de chercher, on le sent. C'est une déformation professionnelle. Quand je vous regarde, je sais que si vous êtes en train
de dire la vérité ou bien si vous êtes en train de chercher. Il a dit, je peux me tromper, mais dans la majeure partie des cas, c'est l'illégalité. Mais non, c'est déjà suffisant. Donc on fait juste l'audit, les spécialistes sont avec nous, ils font l'audit. Maintenant, tous ceux qui sont concernés, systématiquement, on tape dessus. Et on continue. Voilà. D'accord. Il disait tout à l'heure que la sensibilisation est un indicateur de faiblesse. Est-ce à dire que les services de l'urbanisme sont faibles face à l'état d'âme des propriétaires de ces maisons-là pour les déguerpir automatiquement? Moi, je ne peux pas, en tout cas, soutenir cette idée parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, et moi j'ai l'habitude de le dire, hein, il y a beaucoup de gens qui occupent ces espaces-là qui n'ont pas de documents de propriété même. Mais il y en a aussi qui ont des documents de propriété délivrés par certaines autorités communales ou même des représentants de l'État à certains endroits. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient... Parce que ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir fait confiance à un représentant de l'État, que ce soit au niveau communal ou à un autre niveau, à une autorité. Ils ont fait confiance à une autorité qui les a délivré des documents. Donc, moi, je pense que même s'ils n'ont pas eu d'autorisation de construire, ils ont eu des titres de propriété. Et qui les a délivrés, ces titres de propriété, et sur quelle base ? Et quelle est la part de responsabilité de cette personne qui les a délivrés, ces titres de propriété? Donc, je pense quand même que ces responsabilités doivent être situées. Et ils n'ont pas construit, ils n'ont pas eu d'autorisation de construire. Là aussi, il y a des choses qu'il faut vérifier à ces niveaux. Il y a beaucoup, comme le directeur l'a dit, moi je suis certain que personne n'a eu l'autorisation de construire. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que souvent, il y a des gens qui demandent l'autorisation de construire, même si c'est instruit au niveau de l'urbanisme et que l'urbanisme donne un avis défavorable, ils doivent être répondus par la mairie, si c'est des constructions à usage d'habitation. Et très souvent, ils ne sont jamais répondus. Et souvent, quand ils font même la réclamation n'est pas répondue. Et les textes disent que quand ils font la réclamation, au bout de 8 jours, si je ne me trompe pas, je parle sous le contrôle du directeur, au bout de 8 jours pour des parcelles à usage d'habitation, si leur réclamation n'est pas répondue, c'est comme s'ils ont obtenu l'autorisation de construire, même s'ils n'ont pas les documents officiels. Donc, il y a des lacunes de ce genre-là aussi qui peuvent exister. Je ne dis pas que ça existe, mais ça peut exister. Donc pour tout ça, moi je pense quand même qu'il faut aller vers la sensibilisation et avec le contexte actuel du pays aussi, moi je pense quand même que la sensibilisation ne doit pas être une faiblesse aujourd'hui. On sensibilise pour que les gens comprennent que c'est que l'action qui va être posée là, c'est pour l'intérêt de toute la population de Bamako. Parce que tout le monde a été touché par les impacts négatifs. Il s'interroge aussi par rapport à l'argent qui va être injecté dans cette démolition. Il parlait de la contribution des usagers qui va encore rentrer dans la main d'autres usagers. Pourquoi laisser les gens construire et venir par la suite enlever l'argent dans la caisse de l'État pour aller les dédommager par la suite? Vous savez, Maïga, les constructions là, ce ne sont pas des constructions qui datent d'aujourd'hui, ni des 5 dernières années. On l'a dit, hein, les inondations de 2013 là, ça a trouvé la majeure partie de ces constructions sur place. Encore une fois, je parle sous le contrôle du directeur national. Donc, nous savons comment notre État fonctionnait dans le temps. On le sait. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit fermer les yeux pour dire, si vous parlez de la faiblesse des services de l'urbanisme, ça, il faut le reconnaître, ils n'ont pas assez de moyens pour faire face à tout ça, des moyens même législatifs et réglementaires. Ils ne peuvent qu'aller constater et faire parvenir le PV au juge. Le fonctionnement de l'État a changé maintenant. Le fonctionnement de l'État commence à changer. Ça commence à changer. Même les autorités, ça commence à changer. Une minute avant de donner la parole au directeur. Je voudrais juste dire que nous sommes d'avis. Quand j'ai parlé d'audit là, pour situer les responsabilités des services techniques, ils doivent répondre. Justement. C'est de cela que je parle. Oui. Ça veut dire que je suis en train de tenir compte de cela. On ne peut pas attendre cet audit-là parce que l'hivernage arrive, il faut déguerpir et libérer ces espaces-là. Donc pour ça, on va donner la parole au directeur. Comment la gestion des nids de eau a-t-elle échappé au domaine de l'urbanisme et de l'habitat? Non, je ne vais pas dire que ça nous a échappé. Parce que j'ai dit que nous avons intervenu sur ces sites et il y a des parts de responsabilité par rapport à chaque structure. Quand on prend la démarche, une fois que nous constatons
l'occupation de ces domaines. La première des choses, c'est de demander qu'est-ce que vous détenez comme document. Si ce n'est pas le cas, on vous fait arrêter. Et si vous persistez, c'est un PV d'infraction que nous établissons et nous transmettons au niveau des services de la justice. Et le cas est déjà arrivé? Beaucoup. Il y a beaucoup de PV d'infraction. D'ailleurs, comme je l'avais commencé, il y a une sous-commission juridique qui va vérifier chaque cas d'occupation. Et déjà, pour répondre à M. Diakité, ce recensement, nous avons commencé après les inondations de 2013, où nous sommes passés, les services de l'humanisme sont passés marigot par marigot pour recenser toutes les occupations, les propriétaires, les documents qu'ils détiennent. Et un rapport de plus de 700 pages a été fait et transmis à qui de droit. Donc ce document est là, ça a été fait en 2013, ça a été actualisé en 2019 et en 2024 ça a été actualisé. Et cette fois-ci, ça ne peut pas continuer. Si vous avez suivi l'intervention du président de la transition, la rencontre avec la présentation de vœux avec les chefferies, ça a été clairé. Il a clairement dit, non, il faut informer la base que ça ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester impuissamment chaque année assisté à des inondations. Et ce travail a été fait. Pour revenir à la santé de la communication, c'est-à-dire c'est là la démarche que nous allons suivre. Ceux qui sont là, c'est-à-dire il faut qu'ils comprennent que c'est pour leur propre intérêt. L'année passée, beaucoup ont abandonné leur concession. Et ça fait des années que beaucoup ils sont là dans cette situation. Une fois que les premières pluies tombent, ils déménagent. Et c'est une situation confortable. Et ça ne se limite pas à eux. Alors, à travers les occupations, que vont devenir les domaines qui seront libérés plus tard? La question, elle est très bonne. Vous savez que depuis 2018, la KfW, GIZ, la coopération allemande, s'est engagée à aménager 2 collecteurs. Et les montants étaient disponibles. Les études ont été élaborées jusqu'à la phase DAO, dossier d'appel d'offres, pour recruter une entreprise et venir faire ces aménagements. À l'image du Jafarnako, mais c'est les mieux aménagés, c'est les aménagements urbanistiques où il ne s'agit pas seulement de faire 2 murs pour faire passer l'eau, mais c'est avec des aménagements le long. Donc ce projet est là. Mais eux, en son temps, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire ces aménagements tant que ce n'est pas libéré. Ça, c'est KfW. Également, le projet de l'usage urbain de Bamako, Pruba, actuellement, c'est un financement de la Banque mondiale qui se propose également d'aménager 3 collecteurs encore pour qu'on puisse sortir de ce cycle. Et ces montants sont là. Mais la condition posée par ces bailleurs, il faut que l'État même libère. Et nous sommes dans ce processus. Cette libération, c'est pour le bonheur de ceux qui sont installés là et en même temps donner une image pour le pays. Vous imaginez en aménageant ces collecteurs avec tout ce qui suit, des pistes cyclables, des aires de détente, des aménagements pour des espaces pour faire du sport, etc., etc. Le long de ces collecteurs, c'est une autre image qu'on va donner au district et sauver, préserver les vies humaines et les biens. C'est très important. Ceux qui sont là, il faut comprendre que c'est fait pour leur bonheur, pour leur intérêt. L'année passée, quand on a senti, on a remarqué des dizaines de victimes. L'année prochaine, ça va être le tour de qui? Compter également sur les biens matériels. D'accord. Et les gens qui sont dans ces maisons-là, c'est-à-dire les locataires et les propriétaires, qu'est-ce qui est réservé pour eux? Bon, il est prévu, parce que quand nous avons élaboré, le département, l'urbanisme a élaboré un plan d'action. Et dans ce plan d'action, il est prévu, pour ceux qui sont dans cette situation, des mesures d'accompagnement. Moi, je ne parle pas de dédommagement. On est dans une société où c'est toujours le cas. C'est des mesures d'accompagnement de 3 mois de location pour ceux qui seront concernés pour qu'ils puissent libérer ces sites avant qu'on passe à l'état de libération. Ça, c'est des mesures d'accompagnement et non des dédommagements. C'est des mesures d'accompagnement pour ceux qui sont installés. Et des 3 mois de location, beaucoup ont été recensés dans le temps, mais avec ces sous-commissions, ce sera actualisé. Sinon, depuis 2013, comme je l'ai dit, ça a été toujours actualisé et compte tenu de ce que nous constatons sur le terrain. Donc, ce serait juste des mesures d'accompagnement pour ceux qui seront concernés, parce que ce serait à l'approche de l'hivernage pour qu'ils puissent avoir d'autres lieux et s'installer au moins 3 mois de location. C'est des montants forfaitaires qui sont prévus pour ceux qui sont dans cette situation.
Pour les locataires, ça c'est pour les locataires, les 3 mois. Oui. Et les propriétaires? Les propriétaires également, dans le plan d'action, quand on a évalué, pour se faire une idée en son temps, les dernières actualisations, les investissements que nous avons évalués dans ces servitudes et ces collecteurs avoisinent les 6 milliards investis par ceux qui sont dans cette situation. Et dans le même ordre d'idée, toujours dans les mesures d'accompagnement, pour saisir, il est prévu également des mesures d'accompagnement à hauteur de 2 milliards et quelques pour ceux qui seront carrément délogés de ces Mais sites. est-ce que l'État est obligé d'accompagner ces personnes-là qui ont occupé illicitement, selon vous? Pas du tout. Les textes sont clairs. J'ai dit que le domaine public-privé de l'État est imprescriptible, inaliénable et insaisissable. Les textes prévoient, si vous construisez dans ces sites, dans ces lits et servitudes, vous devriez, à vos frais, démolir ce que vous avez investi et ramasser les gravats. D'accord. Ça, c'est celui qui a investi. D'accord. C'est très clair. Mais on est dans un pays où il y a toujours le sentiment qui est là, où il y a toujours des mesures d'accompagnement. Donc, c'est le cas. Les textes sont très clairs. Allez-y. Comment améliorer les cadres de vie Voilà. En réalité, il n'y a pas de contradiction entre Elhadj et moi. Vous savez, c'est des marabouts, donc les marabouts n'aiment pas les actions, quoi. Hein, c'est compréhensible. Sinon, le directeur, c'est ce que je dis, c'est ce que j'apprécie sur lui. Il a dit, effectivement, les textes sont assez clairs, mais nous sommes au Mali. Vous comprenez pourquoi j'ai parlé? Parce que nous sommes au Mali, c'est ce que... Voilà. Donc, tout ce que j'ai dit là, c'est par rapport, nous sommes au Mali, on le fait et on fait. Et c'est pourquoi il y a les constructions là. Exactement. Vous me comprenez? Oui. Sinon, c'est-à-dire que je ne m'en prends pas à ce que... C'est pourquoi j'ai dit, c'est-à-dire les services techniques impliqués là, ils doivent également répondre, même s'ils sont à retraite. Ils doivent répondre. C'est de cela que je parle. Mais malheureusement, nos autorités, c'est-à-dire n'ont pas ces mesures-là de construire. Pourquoi c'est quoi? On ne peut pas, c'est-à-dire quand on pose un acte, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est demain. Parce que ce qui est sûr, l'histoire retiendra qu'attention, en telle année, nous n'étions pas contents, mais ces actes ont été posés, voici les fruits aujourd'hui. Peut-être que nous n'avons pas bénéficié, même nos enfants ou nos petits-enfants. C'est de cela que je parle. C'est-à-dire, pour répondre à ça, et je vous rejoins de ce côté. Voilà. Et ces espaces, avec les projets que j'ai cités, je suis sûr qu'après la libération, dans 2 ans, c'est une autre image que beaucoup comprendront que vraiment, on a pris trop de temps. Les aménagements, les projets prévus pour ces espaces, une fois aménagés, c'est une autre image que le district Bamako verra. D'accord. Et imaginez un peu, les fonds disponibles, on ne parvient pas à le faire. Nous sommes dans quelle république? Non. C'est-à-dire, monsieur le directeur national, continuez et l'histoire retiendra que quand vous êtes directeur national, vous êtes parvenu à déguerpir et vous avez donné une autre image à Bamako. L'histoire ne retiendra pas cela. Mais Kounta a parlé tout à l'heure de la croissance, lors de son introduction, il parlait de la croissance exponentielle des populations. Est-ce que cela a entraîné vraiment la consommation anarchique et une spéculation des terrains urbains? Non, attention, tout ça là, c'est dû tout simplement au fonctionnement de l'État. C'est tout. Je suis d'accord avec lui, je suis économiste, je suis d'accord avec lui. Parce que tout se règle à Bamako. Et pour la petite histoire, une fois j'ai écrit que Bamako se limitait et le Mali se limitait à Ségou. Mais mon directeur m'a dit non. Attention, ce que vous êtes en train de dire, c'est très grave. Mais c'était juste pour illustrer et le fait que Bamako, c'est à Bamako on peut tout. Ouais. C'est-à-dire, obligatoirement, nous devons venir à Bamako. Alors qu'en réalité, s'il y avait eu cette planification à hauteur de souhait, moi, étant de village, je pourrais résoudre mes problèmes administratifs sans faire référence à Bamako. Voilà. D'accord. Donc maintenant, et tout ça là, c'est le fonctionnement de l'État qui a fait que réellement, les gens sont venus faire ce qu'ils veulent. Pour la petite histoire, ça se fait aujourd'hui, quand vous sortez, et j'ai une fois entendu,
les télémanies, quelqu'un disait « Ah, c'est le Mali. Vous allez apprendre les règles de la circulation dans la circulation. » C'est parce que l'État est faible. Il faut le reconnaître. Donc, merci, monsieur le directeur national. En tout cas, nous le disons haut et fort, vous avez notre encouragement par rapport à cela. D'accord. Voilà. Alors, Kunta, ces mesures seules pourraient-elles réduire le risque d'inondation au Mali, notamment à Bamako? Non, au fait, le problème d'inondation ne se limite pas seulement à ces collecteurs-là. Parce que le problème principal, moi, à mon avis, quand même que les gens sont en train de négliger, à mon avis, c'est le fleuve Niger même. Le fleuve Niger même n'a plus sa capacité de réception d'il y a quelques décennies. Parce que le fleuve Niger, aujourd'hui même, est remblayé par des ordures et autres. Donc, l'ensablement aussi. Avec l'ensablement et tout. Donc, il faut, parce que c'est que, je ne sais pas, avec les inondations de 2024, ceux qui sont du côté de Sebeninkoro, Samaya et autres, mais il y a eu des moments où ils étaient obligés d'attendre vers Ouéouéanko pendant des heures et des heures pour pouvoir franchir. Parce que l'eau ne parvenait pas à quitter Ouéouéanko pour être versée dans le fleuve. Parce que le niveau du fleuve même était, en certains moments, était plus élevé que le niveau du fleuve. Donc, ce qui fait que le fleuve même a des problèmes. Si vous regardez le quartier Cité du Niger, qui est un des quartiers les plus chics de Bamako, il n'y a pas un problème de collecteurs ou de cours d'eau là-bas, mais leur problème, c'est le fleuve même. Donc, il y a lieu vraiment de se concentrer sur ce fleuve-là. Nous pouvons créer des bassins de rétention, procéder au dragage, à l'entretien du fleuve Niger, et même la libération des servitudes, ça ne doit pas se limiter, à mon avis, quand même, aux collecteurs et aux cours d'eau, les 11 cours d'eau cités par le directeur national. Mais nous devons regarder aussi du côté du fleuve. Les servitudes du fleuve Niger sont occupées aujourd'hui des deux côtés des rives du district de Bamako. Ça aussi, ça doit être revu. Donc, franchement, moi, je pense quand même que ça ne se limite pas aux collecteurs. On peut régler le problème des collecteurs, mais si on ne résout pas le problème du fleuve Niger, là, le problème n'est pas réglé. Directeur, est-ce qu'il y a des mesures prises pour le fleuve Niger? Oui, pour le fleuve Niger, il y a déjà une étude qui a été commanditée par l'ACI, il y a cela quelques années, et c'est par rapport à l'aménagement des berges du fleuve Niger. Donc cette étude a été faite et disponible, et c'est les financements, c'est la recherche des financements pour pouvoir faire ce projet d'aménagement. Et ce que je vais ajouter rapidement, c'est que les équipes qui ont été constituées pour ces travaux de libération vont dès la semaine prochaine. C'est pour informer les riverains autres qu'il y aura des équipes qui passeront pour des informations et tout ce qui s'ensuit pour qu'on puisse arriver à pouvoir libérer ces espaces-là avant le début de l'hivernage. Donc, ils ne soient pas surpris de voir la présence des équipes et des rencontres au niveau de l'un de ces collecteurs par nos équipes qui passeront pour les informer. Indiquer également les parties qui sont concernées pour la libération. Pour dire que ce n'est pas tout ce qui est là, mais les emprises concernées seront matérialisées pour qu'ils sachent, moi, ma parcelle, quelle est la partie qui est concernée. Et on fera ce balisage le long de tous les collecteurs des deux côtés. Et tous ceux qui seront entre ces balises sont concernés par rapport à la libération. Alors, donc, dès la semaine prochaine, vous allez remarquer des équipes sur le terrain avant qu'on arrive réellement à la phase de libération. Pour le développement urbain, quelle est la stratégie pour Bamako? Pour Bamako, déjà à travers le même projet, vous savez que Bamako, depuis des années, peut dire qu'il n'a pas d'outil de planification urbaine actualisé. Et le projet a quand même financé l'élaboration d'un outil de planification urbaine, c'est-à-dire le schéma directeur d'urbanisme du Grand Bamako, qui va concerner et Bamako et les communes environnantes. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que les activités de Bamako ne se limitent pas seulement à Bamako-ville. Beaucoup, quand on prend Kati, Baginda, Kalabankoro, ils ont toutes des activités qui convergent vers le district de Bamako. Donc faire un outil de planification en se limitant à la population unique de Bamako, c'est voué à l'échec. Donc ce document de planification qui sera élaboré sous peu avec la participation de toutes les couches socio-professionnelles pour dire qu'est-ce que nous voulons de Bamako d'ici 20 ans. Et c'est un document qui sera élaboré, un document participatif pour qu'on puisse donner une autre image à Bamako dans les 20 ans à venir.
Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue. C'est sur vos mots que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur l'urbanisation au Mali. Quelles solutions aux constructions anarchiques sur les cours d'eau? Et nous étions avec Mahamadou Ouelegem, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, Abdelwahab Diakité, président de l'association de consommateurs du Mali, ASCOMA, et Ibrahim Abdrahman Kunta, ingénieur en planification urbaine, vice-président de l'Ordre des urbanistes du Mali. À la présentation, c'était Imrana Kilomaïga. Merci de l'avoir suivi.